Les écrans radars de la base aérienne de Nevatim clignotaient en rouge sang. Pas un, pas cinq, 17 signatures balistiques entrantes détectées simultanément par les capteurs Arrow 3 du commandement de défense intégré de l'IDF, traçant des arcs de feu depuis le plateau désertique du Zagros iranien à une vitesse de Mach 12,5. La cible, le centre de Tel Aviv, la rue Dizengoff, 50 mètres de bitume, de cafés illuminés et de civils qui ne savaient pas encore que le ciel allait s'ouvrir. Le colonel Ran Kochav, chef du commandement Homefront de l'IDF, a prononcé 3 mots dans son casque. Tevel Alpha, maintenant. Les sirènes code rouge ont retenti dans toute la région de Gush Dan. Ce qui s'est passé dans les 90 secondes suivantes a redéfini la guerre moderne. Les ingénieurs de la défense israélienne ont un nom pour ce scénario, Overload Protocol. La doctrine iranienne consiste à lancer simultanément suffisamment de projectiles pour saturer les couches d'interception et garantir que certains passent. Ce soir-là, Téhéran avait perfectionné cette doctrine à un niveau jamais vu depuis le début de la guerre, le 28 février 2026. La première couche de défense, les batteries Arrow 3 basées à Palmahim et Nevatim, a engagé 7 missiles balistiques Shahab 3 mode de P2 dans la couche exo-atmosphérique, à plus de 100 km d'altitude. Cette explosion silencieuse ont illuminé la Méditerranée orientale comme autant de nouvelles étoiles. Les opérateurs ont coché 7 cases sur leurs écrans tactiques. Il en restait 10. La deuxième couche, le système David Sling, a absorbé 4 missiles supplémentaires. Interception confirmée, débris neutralisés au-dessus de la mer Morte. Il en restait 6. Et là, à 23h08 minutes et 34 secondes, selon les logs de l'IDF, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Quelque chose qui n'aurait pas dû être possible. Les radars EL-M 2084 de suivi de cible ont affiché une erreur critique. Track loss ECM Source Identified. En clair, quelqu'un brouillait activement les systèmes de guidage de l'Iron Dome au moment précis où il en avait le plus besoin. La source d'interférence électronique n'était pas iranienne. Sa signature spectrale, analysée en 0,4 secondes par les systèmes SIGINT de la NSA déployés à la base américaine de Ramstein, correspondait à un émetteur Krasuka 4S, un système de guerre électronique russe, opérant depuis un navire de renseignement Project Midwisi 280 positionné à 42 milles nautiques au large des côtes libanaises dans les eaux internationales. Hors portée, intouchable, délibéré. Moscou venait de tenir la porte ouverte pour Téhéran. 3 missiles Fateh 110 mode car ont traversé la fenêtre de cécité créée par le Krasuka 4S. Le premier a frappé l'intersection des rues Dizengoff et Gordon. La détonation, une charge de 500 kg d'explosifs HMX à fragmentation, a soufflé les façades de 7 bâtiments résidentiels sur un rayon de 80 mètres. Les sous-munitions secondaires, confirmées par l'analyse forensique de l'IDF comme étant des MZ-95, des PICM, de fabrication iranienne, une adaptation des systèmes capturés en Irak en 2006, se sont dispersées sur 200 mètres additionnels, criblant les rues de débris métalliques voyageant à 1200 mètres par seconde. Le second missile a frappé le marché Carmel à 400 mètres au sud. Impact direct sur un immeuble d'habitation de 8 étages. Effondrement partiel des 3 premiers niveaux. Le troisième s'est écrasé dans la mer à 300 mètres du port de Jaffa. Raté, mais sa détonation sous-marine a endommagé les infrastructures portuaires et créé une vague de panique dans tout le littoral. En moins de 40 secondes, un mort confirmé. 4 blessés graves, 19 civils pris sous les décombres. La rue Dizengoff, symbole vivant du quotidien israélien, de l'espresso du matin et des promenades en soirée, transformée en cratère de guerre. À la Maison-Blanche, le téléphone rouge du Situation Room a sonné à 17h49 heure de Washington. Le général Michael Kurilla, chef de l'US CENTCOM, avait anticipé ce scénario. Depuis le début de la guerre, le 28 février, plus de 300 soldats américains avaient été blessés à travers la région. 13 étaient morts. La patience avait des limites architecturales. À 0003 heure locale, le sous-marin d'attaque USS Georgia, SSGN 729, positionné depuis 72 heures en position de lancement dans les eaux profondes au sud-est de Chypre, a reçu le code d'autorisation Oplan 1003-26 Delta. La trappe de lancement numéro 7 s'est ouverte dans l'obscurité à 180 mètres de profondeur. 4 missiles de croisière BGM-109E, Tomahawk Block C, ont émergé dans une explosion de bulles et de propergoles grimpant vers leur altitude de croisière à 300 mètres, cap plein est, à Mach 0.72. Cible, la base de lancement mobile des Fateh 110 dans la province de Kermanshah. Identifiée 47 minutes plus tôt par un drone RQ-100 opérant sous couverture de silence électronique total à 65 000 pieds d'altitude. Simultanément, 2 B-52 Ger Stratofortress opérant depuis la base de Diego Garcia,
l'installation stratégique commune américano-britannique dans l'océan Indien, ont largué une salve de 12 JSSM-ER AGM-158C sur les infrastructures radars de la défense aérienne iranienne dans le secteur de Téhéran-Ouest. Les Britanniques avaient autorisé l'utilisation de Diego Garcia dès le 1er mars pour cette mission précise. À 00h11, les premières explosions ont illuminé le ciel de Kermanshah. La batterie de lancement iranienne, 4 TEL, transporter Erector Launcher Shahab 3, était neutralisée. Mais Téhéran avait encore des dents, ce que les médias n'ont pas encore compris, et que les services de renseignement occidentaux tentaient frénétiquement de quantifier depuis 72 heures. C'est que l'attaque sur Tel Aviv n'était pas un acte d'opportunisme. C'était le deuxième acte d'une opération en 3 temps, planifiée dans les bunkers de l'IRGC, avec une précision qui suggérait un niveau de sophistication incompatible avec les capacités iraniennes autonomes. L'épreuve, primo, le brouillage Krasuka-Kadres au large du Liban. Moscou n'aurait jamais déployé ce système sans autorisation directe du Kremlin. La Russie venait officiellement de franchir la ligne entre soutien tacite et participation active au ciblage d'infrastructures militaires israéliennes et américaines. Secundo, 1 heure avant l'attaque, à 22h51, les systèmes Escada contrôlant 3 sous-stations électriques alimentant les batteries Iron Dome dans le secteur nord de Tel Aviv ont subi une intrusion de type APT. Les ingénieurs de l'unité UNI-200, le renseignement cyber de l'IDF, ont identifié la signature comme étant cohérente avec le groupe Sandworm, une entité cyber officieusement affiliée au GRU russe. L'objectif n'était pas de couper l'électricité, c'était de créer une micro-latence de 1,7 secondes dans les cycles de rafraîchissement des données de ciblage. 1,7 secondes, assez pour faire rater un intercepteur à Mach 3, tertio, et c'est le facteur le plus alarmant, un satellite iranien Noor 3, lancé en septembre 2025 dans une orbite apparemment commerciale à 500 km d'altitude, avait manœuvré 6 heures avant l'attaque pour s'aligner sur une trajectoire de passage synchronisée avec les vecteurs de vol des Fateh 110. Les analystes du Space Force américain à Peterson SFB ont conclu avec un degré de confiance de 87% que le Noor 3 servait de relais de guidage de dernière phase, transmettant des coordonnées GPS corrigées aux missiles dans leur phase terminale, contournant ainsi les leurres de navigation déployés par les F-35 Hadir israéliens en orbite de veille. L'Iran avait transformé l'espace en arme de précision. 29 mars 2026, 06h14, heure de Sanaa. Un missile balistique Burkan 3, portée 1200 km, charge de 500 kg, développé avec une assistance technique iranienne et nord-coréenne, a été lancé depuis une position mobile dans les montagnes de Hadja, au nord-ouest du Yémen. Destination, Israël. C'était la première fois depuis le début de la guerre, le 28 février, que les Houthis franchissaient le seuil de l'engagement direct. Leur leadership avait attendu exactement ce moment. L'instant où le bilan mondial était suffisamment confus pour maximiser l'impact psychologique tout en minimisant les représailles ciblées. Les batteries Arrow 2, déployées dans le Negev, ont intercepté le Burkan 3 à 94 km d'altitude, au-dessus de la mer Rouge. Interception réussie. Mais le message était envoyé. Le front yéménite venait de s'ouvrir. À Riyad, le roi Salman a convoqué une réunion d'urgence du Conseil de sécurité nationale saoudien. La question sur la table, l'Arabie saoudite pouvait-elle continuer à héberger des milliers de soldats américains sur son sol? Prince Sultan Herbez, Al-Udeid, Escan Village, sans devenir une cible de guerre à part entière? La réponse était déjà en train d'être écrite dans les colonnes de fumée s'élevant de l'aile détruite de la base de Prince Sultan où 15 soldats américains gisaient sur des brancards, dont 5 dans un état critique. Dans les couloirs de l'Élysée, le président Macron faisait face à une équation impossible. La France avait officiellement condamné les contre-frappes iraniennes dès le 28 février. Un destroyer de la Marine nationale, le FS Provence, D652, était déployé en mer Rouge dans le cadre de l'opération Aspides, mission de protection maritime de l'Union européenne. Ces systèmes, PAMS, principal anti-air missile système, avaient intercepté 2 drones Shahed 136 dans la nuit du 25 mars, protégeant un pétrolier battant pavillon maltais. Pas de communication officielle, pas de conférence de presse. Le Quai d'Orsay maintenait le silence opérationnel. Mais dans l'ombre de ce silence, quelque chose de plus significatif se préparait. Le chef d'état-major des armées françaises, le général Thierry Burkhard, était en contact direct avec son homologue américain via le protocole cosmique top secret de l'OTAN. L'objet de leurs échanges, la restauration de la navigation maritime dans le détroit d'Ormuz, où 2000 navires et 20 000 marins étaient bloqués depuis le début du conflit. La France proposait un plan en 3 phases, déploiement d'un 2e BPC,
Bâtiments de projection et de commandement, création d'un couloir de navigation protégé sous escorte franco-américaine et activation d'un mécanisme de négociation indirecte via le Quai d'Orsay et Islamabad. Les Britanniques, eux, avaient pris un choix différent et plus risqué. Les bases de Diego Garcia et de RAF Fairford avaient été mises à disposition des B-52 américains depuis le 1er mars. Le Premier ministre Starmer avait publié un avis juridique résumé justifiant cette décision au nom de la légitime défense collective. Mais le 28 mars, un chef de warrant officer français avait été blessé lors d'une frappe iranienne sur une base à Erbil, Kurdistan irakien. La France était désormais physiquement dans la guerre, même si Paris refusait de l'admettre publiquement. Londres et Paris n'étaient plus des observateurs, ils étaient dans la chaîne de ciblage. À 3200 km, à l'est du détroit d'Ormuz, dans les eaux troubles de la mer d'Oman, un sous-marin de la classe Chang 2 de la marine de l'APL naviguait en silence à 200 mètres de profondeur. Sa mission officielle, observation et collecte de renseignements. Sa mission réelle, selon les analyses du Defense Intelligence de Washington, était infiniment plus inquiétante. Le sous-marin chinois cartographiait en temps réel les patterns d'activité sonar des destroyers Harley Burke de la 5e flotte américaine, transmettant ces données via une bouée de communication SLBM à un satellite de relais en orbite basse. Vers qui? La réponse faisait froid dans le dos. Les transmissions étaient cryptées du pays avec un protocole identique à celui utilisé par le réseau de communication militaire iranien lors des 96 heures précédant l'attaque du 27 mars. Pékin ne tirait pas, mais Pékin guidait ceux qui tiraient. Le Space Force américain, en coopération avec l'Agence spatiale européenne et les services GCHQ britanniques, avait documenté 14 manœuvres orbitales anormales de satellites chinois Beidou 3 au cours des 7 derniers jours, chaque manœuvre coïncidant avec une fenêtre de lancement iranienne. La probabilité que ces coïncidences soient accidentelles était, selon les modèles probabilistes de la NSA, de 0,03%. La Chine menait une guerre hybride par procuration. Une guerre sans déclaration, sans empreinte, sans responsabilité. Et l'Occident n'avait aucun mécanisme légal pour la stopper. À Washington, le Situation Room réunissait le président Trump, le secrétaire d'État Rubio, le chef d'état-major interarmé et le directeur de la CIA. Sur l'écran principal, une carte en temps réel du théâtre d'opération moyen-oriental, 72 signatures de missiles actives, 4 fronts simultanés, Iran, Liban, Yémen, Mer Rouge. Rubio avait déclaré que les objectifs de guerre seraient atteints dans les prochaines semaines. L'IDF estimait avoir besoin de plusieurs semaines supplémentaires pour achever sa mission en Iran. Les deux déclarations ne se contredisaient pas. Elles se superposèrent dans une ambiguïté calculée. Pendant ce temps, le Parlement iranien, réuni en session d'urgence à Mashhad, Téhéran étant jugée trop dangereuse pour les sessions officielles depuis la destruction de l'Université des sciences et technologies le 28 mars, votait un crédit d'urgence pour l'acquisition de 200 missiles balistiques supplémentaires auprès d'une source amie. Ni la Russie ni la Corée du Nord n'étaient nommés. Personne n'en avait besoin. L'AIEA avait une nouvelle fois appelé à la retenue. Un mot vide dans un ciel plein de missiles. Le Pakistan proposait Islamabad comme lieu de négociation. La Turquie, l'Égypte, l'Arabie saoudite cherchaient une sortie diplomatique. L'envoyé américain Steve Witkoff attendait une réponse iranienne à un plan de paix en 15 points. Et pendant que les diplomates parlaient, les tels iraniens se rechargeaient dans l'obscurité des montagnes de l'Alborz. Ce que la nuit du 27 mars 2026 a révélé n'est pas simplement la vulnérabilité d'Iron Dome face à la saturation. Ce n'est pas simplement la brutalité d'une frappe sur une rue civile de Tel Aviv. C'est l'architecture d'une guerre qui ne ressemble à aucune autre dans l'histoire moderne. Une guerre où un brouilleur russe flotte silencieusement au large du Liban, où un satellite chinois chorégraphie les missiles iraniens depuis l'espace, où des bombardiers britanniques décollent d'un atoll perdu dans l'océan Indien, où des marins français interceptent des drones dans la mer Rouge sans que Paris ne le reconnaisse officiellement, où des Houthis au Yémen lancent leurs munitions et leur premier missile vers Israël, 29 jours après le début d'une guerre à laquelle ils avaient déjà dit vouloir rester extérieurs. Ce n'est plus une guerre régionale, c'est une guerre mondiale en ralenti, avec des pauses diplomatiques, avec des démentis plausibles, avec des satellites au lieu de tranchées, avec des algorithmes au lieu de généraux. La prochaine fois que les radars s'éteindront au-dessus de Tel Aviv ou d'une base américaine dans le Golfe, le délai de réaction sera peut-être mesuré non pas en minutes, mais en secondes que personne n'aura le temps de compter. Et vous, pensez-vous que l'Occident peut encore contrôler l'escalade? Ou la Troisième Guerre mondiale est-elle déjà en cours sans que personne ne l'ait officiellement déclarée? Laissez votre réponse en commentaire. Et si cette analyse vous a éclairé, partagez-la, parce que ce que vous venez de lire n'est pas de la fiction. C'est ce qui s'est passé cette semaine.